Je donne la parole à Daniel Simonet qui en profitera pour présenter son vœu numéro 104, si on est d'accord. Oui, on peut dépasser un tout petit peu 5 minutes si c'est nécessaire, puisque c'est sur 2 interventions. Je fais le max, mais... L'excès n'est jamais bon, surtout pour vous, donc faites au mieux. Je ferai au mieux. Écoutez, on a quand même 2 rapports de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la compagnie parisienne du chauffage urbain, CPCU, qui est une société d'économie mixte à qui la ville de Paris a délégué, via une délégation de service public, la distribution du chauffage urbain, comme chacun sait ici, mais reprécisons-le pour celles et ceux qui nous écouteraient. La ville de Paris est donc actionnaire minoritaire de la CPCU à 33,5%, dont le groupe Engie est actionnaire à 66,5%. Le projet de loi Pacte, voté en première lecture à l'Assemblée nationale en octobre 2018, autorise l'État français à achever la privatisation d'Engie en vendant les 24,1% d'actions d'Engie possédées par l'État. Important de comprendre ce cadre-là par la suite. Selon le rapport de la Chambre régionale des comptes et les observations formulées par la CPCU elle-même, l'objectif principal d'Engie est d'atteindre une rentabilité de 8%, alors qu'elle est en 2016 à un niveau de 5%. Voilà le cœur du problème, la recherche de rentabilité. Et l'ensemble des décisions de gestion de la CPCU sont prises en tenant compte de cette volonté d'Engie de dégager une rentabilité plus importante. Et c'est ainsi que les tarifs de la CPCU pour les usagers, entre 2012 et 2016, avaient connu une hausse de 16% pour l'abonnement R2, établi en fonction de la puissance souscrite, et de 20% pour l'abonnement R2, établi en fonction de la consommation. Puis a été décidé un gel des tarifs, parce qu'il y a eu une protestation légitime des usagers et un vœu qui a été voté en Conseil de Paris pour que ces tarifs soient gelés pour la période 2016-2019. Selon le rapport de la Chambre régionale des comptes, pour la période 2012-2016, c'est, et je cite, le dynamisme tarifaire de la concession parisienne, constitutif de l'essentiel du chiffre d'affaires de la société, qui a assuré le dynamisme économique de la CPCU, ce qui signifie que les augmentations de tarifs payés par les usagers ont clairement servi à augmenter la rentabilité de la CPCU pour le groupe Engie. En clair, la CPCU est en bonne santé, en très bonne santé, avec un ratio de rentabilité nette après impôt de 5%. Mais la CPCU n'est pas assez en bonne santé pour Engie, qui aimerait une rentabilité plus importante. Selon l'association Amorce, pour l'année 2015, les tarifs de la CPCU ont été supérieurs de 14%, voire 16%, au prix de vente moyen des réseaux de chaleur. J'aimerais qu'on pense la comparaison avec les tarifs de l'eau, qui ont, eux, fortement baissé quand on est arrivé à une gestion publique de l'eau. Les tarifs de la CPCU pour les usagers sont donc particulièrement élevés. 2/3 des usagers de la CPCU relèvent du logement social, du logement privé et de bâtiments publics. Et la stabilité des tarifs doit donc être un impératif prioritaire. Comme d'autres l'ont fait avant moi, prenons conscience du mouvement actuel des Gilets jaunes et ce qui témoigne des difficultés croissantes des Françaises et des Françaises à boucler leur fin de mois et le poids du chauffage et des dépenses énergétiques dans leurs dépenses mensuelles. On a eu une annonce du gouvernement en décembre 2018 du gel de la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité. Que va-t-il en être pour la suite? On a une délibération 2018 DVD 140 qui avait été proposée par l'exécutif, puis qui avait été retirée à l'ordre du jour du Conseil de Paris de décembre dernier, souvenez-vous. Cette délibération prévoyait une hausse des tarifs de la CPCU pour la période 2020-2024. Fort heureusement, elle a été retirée. Mais va-t-elle être remise sur le tapis? Et c'est oui, quand, pourquoi, comment? Petit rappel des chiffres de l'ONG Oxfam entre 2009 et 2016 sur le taux de redistribution des bénéfices du groupe Engie. C'était 333%. Ça veut dire que pour 100 € de bénéfices, l'actionnaire Engie a gagné 333 € de dividendes.
La CPCU verse chaque année 6 à 13 millions d'euros de dividendes. La nécessité de ne procéder à aucune augmentation des tarifs de la CPCU sur la période 2020-2024 est donc une nécessité à respecter jusqu'à la fin de la convention. Le rapport de la CRC sur le mode de fixation des tarifs par la CPCU a été décidé certes en 1927 et ça fixait une convention d'un tarif maximal. Mais, excusez-moi, là je me suis perdu dans mes notes. Bref, s'il est nécessaire de fixer une grille tarifaire dans le contrat de concession, il me semble essentiel de pérenniser le gel des tarifs pour la période 2020-2024. Moquez-vous, moquez-vous. Mais voyez la gravité du sujet néanmoins, chers collègues. Mes chers collègues, il faut répondre à l'urgence climatique et donc faire en sorte que la production de chaleur soit soumise à des exigences environnementales et de transition écologique et énergétique. Et la gestion de la production et de la distribution de chaleur par une entreprise privée qui se fixe d'abord des objectifs de rentabilité économique, eh bien, mes chers collègues, c'est incompatible avec la nécessité de prendre en compte des impératifs écologiques et d'en faire une priorité qui régisse l'ensemble des décisions. D'ailleurs, c'est ce que dit la CRC, puisque la CRC évoque même, dans son cynisme, la possibilité de remettre en question le modèle économique moins carboné de la concession pour répondre au faible prix du gaz et au développement du gaz de schiste. En clair, la CRC propose qu'on abandonne les enjeux écologiques pour pouvoir garantir une bonne rentabilité, ce qui résonne avec ce que nous a révélé M. Contasso quand il dit que, en commission, vous leur avez dit eh bien oui, la CPCU c'est un problème, sa rentabilité est inférieure au CAC 40. On voit bien le problème. Pour conclure, oui, il est souhaitable, tant pour répondre à l'urgence écologique que pour garantir des tarifs abordables pour les usagers, de ne plus déléguer la CPCU à une entreprise privée. Et voilà tout l'intérêt du vœu que je présente. Qu'on prenne exemple sur la municipalisation de l'eau à Paris et enfin qu'on s'engage à une gestion publique une meilleure maîtrise publique et une gestion publique de la CPCU. Voilà l'esprit de mon vœu qui demande en attendant le gel des tarifs de la CPCU, qu'il soit poursuivi pour la période 2019-2024. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Célia Blowell pour répondre aux intervenantes et intervenants. Merci, Monsieur le maire. Et merci, chers collègues, pour vos contributions et vos lectures extrêmement précises de ces deux rapports, quand même, de prime abord extrêmement arides, mais qui est vrai, présente un état des lieux précis de cette concession parisienne de la chaleur, qui permet aussi d'identifier les grands enjeux qui se posent à notre collectivité et qui dresse aussi, mine de rien, un bilan globalement satisfaisant de l'organisation de ce réseau de chaleur, du point de vue aussi du pilotage de la concession par notre collectivité. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de tous les sujets que vous avez pu soulever, je crois qu'il est effectivement important de rappeler deux éléments de contexte que d'ailleurs Yves Contasso a rappelé et qui sont importants dans la discussion qui nous anime ce soir, qui sont d'une part, ce contexte est celui d'abord d'une longue délégation de service public qui va effectivement prendre fin en 2024 et qui nous amène d'ores et déjà à travailler sur les enjeux du futur mode de gestion de la chaleur urbaine. C'est l'objet notamment qui guide le travail du futur schéma directeur du réseau, dont nous aurons à discuter, à débattre dans les prochaines semaines, mais j'y reviendrai. Ce contexte, c'est aussi et surtout celui du plan climat. Vous l'avez presque tous dit, ce plan est extrêmement ambitieux puisqu'il prévoit de faire de la capitale une ville 100% énergie renouvelable et neutre en carbone en 2050 et que dans cette perspective, la question énergétique est évidemment centrale et que la ville soit forte du 7e réseau de chaleur à l'échelle européenne est clairement un atout sur ce chemin de la transition énergétique. Alors cette capacité à planifier la transition au travers du plan climat, la Chambre elle-même évoque que nous avons un côté précurseur à Paris en donnant un cap clair et qui nous a permis jusqu'ici de nous doter d'outils pour mettre en œuvre un cycle d'investissement important, comme ce fut le cas entre 2012 et 2016 avec près de 465 millions d'euros investis. Et cette dynamique d'investissement a notamment été rendue possible par la capacité d'autofinancement de la CPCU, comme le soulignent les rapports de la Chambre. Et oui, la CPCU est en bonne santé financière. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Ça a été dénoncé, c'est comme dénoncé dans vos interventions, mais oui, c'est cette bonne santé financière qui permet
permet à la CPCU de faire ces investissements. Mais bien évidemment, de ces masses financières, de ces chiffres, émergent plusieurs questionnements. La CPCU dégage-t-elle des dividendes importants, voire trop importants, comme cela est sous-entendu dans certaines interventions? La Chambre, elle, juge que la rentabilité de la CPCU est raisonnable et qu'elle ne dégage ni plus ni moins de marge que des activités similaires conduites par des entreprises lui ressemblant. Elle rappelle cependant, effectivement, la volonté de l'actionnaire Engie de voir encore cette rentabilité augmenter, et je redis ici que la position de la ville n'est pas de partager cette demande d'augmentation de rentabilité, bien au contraire, alors que nous sommes nous aussi actionnaires de la ville, position que nous avions déjà pu rappeler effectivement lors de nos échanges au préalable. Mais je le comprends, ces chiffres interrogent aussi évidemment au regard du débat tarifaire qui nous occupe depuis quelque temps et sur lequel nous devons avancer. Sur ce sujet, j'aimerais replacer les choses dans leur contexte, puisque nous avons eu deux sujets dans le passé. La question de l'évolution du tarif, d'une part, et les modalités d'encadrement de cette évolution, d'autre part. Le tarif a effectivement évolué, d'une part à la baisse, puisque nous avons atteint les 50% d'énergie non renouvelable qui nous a permis d'opérer une baisse de la TVA sur la facture des Parisiens, mais une baisse qui a aussi été pondérée par deux autres facteurs en hausse, une hausse liée à l'augmentation du prix de la chaleur revendue par le SICTOM, Jean-Noël Acquois a eu l'occasion de le rappeler, mais aussi liée aux investissements importants pour réduire les pollutions de l'air et en faveur des énergies renouvelables, ce qui est plutôt des éléments de satisfaction. Et cette double dynamique de hausse et de baisse a entraîné au final une baisse globale de la facture des particuliers, mais il est vrai moins importante que nous l'avions escompté. C'est pour cette raison qu'en 2016, nous avons acté avec la CPCU d'une baisse de 2% du prix de la chaleur, assortie de ce gel des tarifs pendant 4 ans. Et il n'est aujourd'hui pas souhaitable de poursuivre ce gel au-delà de cette date sans prendre le risque de gréver les capacités d'autofinancement de la CPCU. Je crois qu'on ne peut pas sérieusement défendre, d'une part, la nécessité d'exploiter les potentiels du réseau de chaleur en matière de transition énergétique, de faire de nouveaux investissements et en même temps de défendre le maintien du gel de ce tarif. Et pour éviter aussi les raccourcis faciles, il faut tout de même rappeler que ce gel des tarifs pendant 4 ans a été loin d'être anodin pour les factures des Parisiens quand on regarde plus globalement les évolutions des prix des autres énergies. Ce sera donc, vous l'aurez compris, puisque on en parlait en même temps que ces délibérations, un avis défavorable à votre vœu, Madame Simonet. Par contre, si nouvelle évolution des tarifs il doit avoir, évidemment, elle doit être maîtrisée, faire l'objet d'une grille tarifaire. C'est la recommandation de la Chambre et c'est tout l'objet du travail que nous avons fait avec les services de la ville, de cette délibération que vous avez tous mentionnée, sur laquelle je crois nous avançons, qui fixe une formule d'évolution des tarifs en fonction des coûts de l'énergie et sur lesquels il nous faudra rediscuter, bien évidemment, dans les mois qui viennent. Cette dimension tarifaire, elle est importante, puisqu'elle doit nous permettre de soutenir l'investissement à l'avenir, mais aussi de répondre aux questions que vous avez évoquées, d'attractivité, de compétitivité du réseau de chaleur, qui est d'autant plus compliqué, comme le reconnaît la Chambre, dans un contexte où la fiscalité écologique n'est clairement pas à la hauteur des enjeux sur les énergies fossiles. Mais si cette dimension tarifaire est importante, elle ne doit pas être l'alpha et l'oméga dans nos réflexions. La Chambre elle-même fait état des grands défis qui devront animer nos discussions. Jean-Noël Acquois l'a dit, les évolutions du réseau, de la vapeur à l'eau chaude, des longs transports aux boucles locales, ou encore le recours aux nouveaux types de combustibles. Cette réflexion aussi peut-être d'intégrer la production et la distribution dans un même schéma, sont autant de sujets dont nous aurons l'occasion de citer dans les prochains mois, dans le cadre, comme je l'ai dit, de l'élaboration du schéma directeur de la chaleur. Je vous proposerai très prochainement, comme nous l'avions évoqué, de nous retrouver dans un cadre de travail pour travailler justement et aboutir sur cette question du schéma directeur qui n'est absolument pas bouclé. Toutes les options vous seront présentées sur lesquelles les services de la ville travaillent aujourd'hui. Ce sera aussi l'occasion d'analyser ensemble en détail cet audit si impatiemment attendu. Oui, il y a du retard, un retard certain puisqu'il était prévu pour l'année dernière. Il est en cours de finalisation. Il sera disponible au printemps et nous l'étudierons ensemble. Ça nous permettra notamment de zoomer sur cette question du prix de cession interne où je vous rejoins, qui n'est pas très clair, qui aujourd'hui est presque plus un prix de construction comptable interne que d'un déterminant réel sur le prix. Et il nous faudra donc qu'on puisse avancer sur ces questions-là. Je ne doute pas que de ce cadre, nous aurons encore des débats très animés, mais aussi extrêmement intéressants, et que collectivement, nous parviendrons aussi à esquisser les contours
et même plus de ce que Yves Contasso a appelé un service public de l'énergie digne du XXIe siècle, mais qui en tout cas soit à la hauteur des gros enjeux que nous avons posés collectivement dans le cadre du plan climat et auxquels il va nous falloir nous répondre urgemment dans les années qui viennent. Je vous remercie. Merci. Bon, j'ai voulu que le débat puisse se développer en laissant des temps de parole qui allaient au-delà de ceux prévus dans le règlement intérieur. Je pense que tout s'est dit. Sur le vœu 104, avis défavorable de l'exécutif. Vous maintenez votre vœu, Daniel Simonet. Je donne donc la parole à Jean-Noël Acquois pour une explication de vote. Oui, je vais être très rapide pour expliquer la raison pour laquelle nous ne voterons pas ce vœu. Quand on parle, et je suis très surpris en fait, quand on parle d'une entreprise, on parle autant évidemment des usagers, des tarifs aux usagers, mais autant des salariés et autant de l'outil de production, en l'occurrence de production et de distribution de la chaleur. Alors je sais que Serge Tchuruk rêvait d'une entreprise sans usine. Certes, mais ça c'est le passé et a priori je l'attendais pas forcément de ce côté-là de notre hémicycle en fait. Donc sur ce vœu, ne absolument oublier tout ce qui concerne les salariés et tout ce qui concerne le développement de l'outil industriel nous semble complètement hallucinant. Alors, je sais qu'on est rentré en campagne électorale et que probablement des considérations électoralistes florissent, mais voilà. Donc, sur le gel des tarifs pour la période 2019-2024, qui fort probablement se répercuterait, ne serait-ce que sur ce point, qui fort probablement se répercuterait par un gel des salaires. Je trouve que cette considération ne soit pas prise en compte et dans le vœu, juste ce point-là motive en tout cas notre vote contre. Merci Jean-Noël Acquois. Donc Madame Simonet, chacun s'exprime et le plus librement possible. Donc je mets le vœu 104 donc aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif qui est pour, qui est contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté.